Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme, suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons. Chers apprenants, chers élèves, bonjour, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. Je suis très heureux ce matin de vous retrouver une fois de plus sur la plateforme École au Burkina pour la continuité. Naturellement, nous avons bouclé avec le programme SVT 3e. Nous sommes dans la dynamique des révisions. Donc, ce matin, je vais vous proposer un sujet type BPC. Et dans ce sujet, il y aura un certain nombre d'exercices qu'ensemble nous allons traiter. Et à l'issue de cela, je vais revenir un peu sur le cours. En corrigeant, je vais naturellement revenir sur un certain nombre de rappels et pour vous permettre justement d'être fin prêt pour l'examen final. Bien avant d'aborder la correction de notre devoir, je vais revenir un tout petit peu sur le programme SVT 3e. Pendant le cours, pour ceux qui se rappellent, j'avais tantôt parlé du nouveau programme, des nouveaux curricula mis en place par le ministère. C'est vrai que le cours que nous avons dispensé lors de nos entretiens concernait l'ancien programme. Voilà. À partir de l'année scolaire 2025-2026, nous avons affaire à un nouveau programme. Bon, quand je dis nouveau programme, c'est vraiment relatif parce que c'est juste des chapitres qu'on a enlevés. Voilà, certains chapitres qu'on a balancés en classe de 4e. Du coup, le programme a diminué et cela nous fait plaisir d'ailleurs parce que le programme SVT 3e est assez vaste. Voilà. Donc l'ancien programme prenait en compte 5 thèmes et voilà que ce nouveau programme prend en compte justement 4 thèmes. Voilà, ce qui est assez intéressant. Ça nous permet, nous, en tant que professeurs, de finir rapidement le problème et d'engager les révisions. Donc, pour vous, je vais juste rappeler, le programme SVT 3e pour les années à venir débutera avec le chapitre introductif où nous allons faire un bref aperçu du mammifère, l'organisation interne du mammifère. Après ce chapitre introductif viendra le premier thème, le thème 1, organes et fonctions de nutrition, qui regorge 4 chapitres. Alors, le chapitre 1, nous allons parler des os, des articulations, et l'hygiène des os, l'hygiène des articulations. Donc je rappelle qu'à ce niveau-là, il y a un paragraphe qui a été buffé, le squelette. On n'étudie plus le squelette en classe de 3e. En chapitre 2, on va parler des muscles, leur hygiène. En chapitre 3, nous allons étudier le système nerveux et l'hygiène du système nerveux. En chapitre 4, pour boucler avec ce premier thème-là, on va étudier l'œil, qui est un organe de sens. Il y a 5 organes de sens, mais c'est l'œil qui serait étudié dans ce chapitre 4. Donc, après le premier thème, viendra justement le deuxième thème, organes et fonctions de nutrition. À ce niveau, c'est parler de tout ce qui est aliment et la destinée de ce que nous consommons. Quand nous consommons une nourriture, qu'est-ce que cette nourriture deviendra plus tard?
C'est ce que nous allons voir dans ce thème 2. Donc en chapitre 1, on va parler des aliments et l'hygiène alimentaire. En chapitre 2, nous allons aborder l'appareil digestif, la digestion et l'hygiène de la digestion. En chapitre 3, on va étudier le sang parce que après que nous ayons digéré ce que nous avons consommé, naturellement, les nutriments se retrouvent dans le sang. Voilà, on va aborder le sang, les groupes sanguins, les anomalies des groupes sanguins. En chapitre 4, nous allons parler de l'appareil circulatoire. Voilà, comment le sang circule dans l'organisme, l'hygiène de l'appareil circulatoire, la circulation sanguine, etc. En chapitre 5, on va aborder la respiration, l'appareil respiratoire et son hygiène. Voilà. En chapitre 6, pour boucler cette partie, l'appareil excréteur, l'excrétion et l'hygiène. Donc cette partie est assez vaste, elle est composée de 6 chapitres, 6 gros chapitres en gros. Voilà. Et le troisième thème, et pour le nouveau programme, va concerner la microbiologie, l'étude des microbes. Voilà. À ce niveau, en chapitre 1, on va parler des microbes, les grandes familles de microbes qui existent. En chapitre 2, nous allons parler de la défense antimicrobienne. Ça, c'est revenir un peu sur l'histoire, la découverte des microbes, voilà, les événements qui se sont déroulés, etc. Donc, le thème 3 concerne la microbiologie, les infections microbiennes. Donc, à ce niveau, on va parler des microbes et parler aussi des maladies infectieuses, des maladies causées justement par ces microbes. À ce niveau, nous aurons affaire à 3 chapitres. Premièrement, l'étude des microbes, en chapitre 1. En chapitre 2, on va parler de la défense antimicrobienne. À ce niveau, c'est de revenir un peu sur l'histoire de la découverte des microbes, voilà, et comment les événements qui se sont déroulés, etc. Et en chapitre 3, on va parler véritablement des maladies. Quand on dit maladie, c'est de revenir sur l'agent causal, le mode de transmission, la prévention. Comment prévenir la maladie ou du moins comment soigner la maladie si elle existe déjà. Voilà. Donc, après ce chapitre 3, c'est le dernier thème qui est constitué de 3 petits chapitres, les fléaux sociaux. Voilà. Chapitre 1, nous allons parler de l'alcoolisme, voilà, les dérives de l'alcoolisme, comment prévenir les dégâts que cela peut causer dans la société, dans la vie des familles. En chapitre 2, le tabagisme et enfin en chapitre 3, les autres toxicomanies. Donc voici résumé un peu le programme de 3e SVT qui serait pris en compte l'année scolaire 2025-2026. Je tiens à préciser quelque chose. Il n'y a pas eu grand changement. C'est juste une partie, la reproduction, qui a été enlevée de l'ancien programme est ramené en classe de 4e. Donc la reproduction est étudiée depuis cette année en classe de 4e. Donc vous allez constater vous-même qu'il n'y aura pas grand changement. C'est au niveau du chapitre 1, du thème 1, qu'il y a eu également le squelette qui a été enlevé totalement du programme. À part ces 2 petits changements, je ne pense pas qu'il y a grand chose à prendre en compte. Voilà. Donc les changements dans les curricula ont commencé depuis 3 ans déjà. En 6e, c'est de façon évolutive. 6e, 5e. Cette année, nous sommes à la 4e pour le premier cycle. Et l'année prochaine, nous serons justement en classe de 3e. Et pour le second cycle, la seconde, la première, cette année, nous allons présenter nos premiers candidats. Candidats pour le bac UEMOA, le bac nouveau programme, voilà, le bac APC, l'approche par les compétences. Voici un peu résumé ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne le programme SVT 3e. Alors à présent, chers apprenants, je vais vous lire le devoir
Voilà, vous allez apprécier et ensemble, on va trouver des éléments de correction. Voilà. Comme je le disais, c'est un devoir type BPC. Voilà. Et dans les devoirs type BPC, il faut le dire, il y a plusieurs types de questions. Hein? Premièrement, nous avons les QCU. Les QCU, ce sont des questions à choix unique. Là, vous avez deux réponses possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà. À ce niveau, on ne vous demande pas de recopier les phrases. Hein? On ne vous demande pas de recopier les phrases puisqu'on vous donne une affirmation et c'est à vous de répondre vrai ou faux. Donc au niveau de la réponse, si c'est petit a, vous mettez petit a vrai ou petit a faux. Question à choix unique. Au-delà de ça, vous pouvez avoir affaire à des questions à choix multiples. Voilà. Là, on vous donne l'expression ou l'affirmation et on vous donne peut-être 3 réponses, 4 réponses. Et dans ces 3 ou 4 réponses, bon, je ne dirais pas réponse parce qu'il y a des réponses fausses à l'intérieur. On peut vous poser la question de retrouver la bonne réponse. Ou vous poser la question de retrouver les bonnes réponses. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien lire la notice. Hein? Trouver ou du moins choisir la bonne réponse. Là, c'est comme si on vous demandait de trouver une seule bonne réponse. Donc, il existe une seule bonne réponse. Quand il s'agit de trouver la ou les bonnes réponses, là, il peut arriver que ça ne soit pas une seule bonne réponse. On va au-delà d'une bonne réponse. Mais on peut vous demander également de trouver la fausse réponse. La réponse qui n'est pas, l'affirmation qui n'est pas juste dans ces questions-là. Donc il faut faire très attention, il faut bien lire avant de passer justement à la correction. Au-delà de ça, on peut vous proposer des questions d'appariement. C'est ça, des questions d'appariement. On vous donne une première liste, la liste A. Qui contient justement des expressions, des mots, et une liste B qui contient justement des définitions. Voilà. Et c'est à vous de lier les bonnes expressions aux bonnes définitions à travers justement des flèches. Voilà. Là, ce sont des questions d'appariement, des exercices type questions d'appariement. À côté de ça, on pourrait vous proposer des exercices où, naturellement, on vous donne un texte lacunaire, un texte où on a prélevé justement des expressions clés. Voilà. On peut vous proposer ces expressions clés en nombre élevé, et c'est à vous de trouver l'expression clé qui est juste, qui correspond justement à la phrase. Voilà. Donc là, naturellement, il faut maîtriser le cours. Si vous connaissez votre cours, vous maîtrisez votre cours, je pense que vous allez vous retrouver sans souci. Bien, au-delà de ça, il y a des exercices de réflexion. Voilà, on peut vous donner un exercice de réflexion. Un exercice de réflexion qui fera appel justement à plusieurs chapitres. Donc, dans un seul exercice, l'exercice peut faire appel aux connaissances de 3 à 4 chapitres. Donc là également, il faut être prêt et appeler votre génie et faire ressortir justement de votre mémoire le cours que vous avez assimilé pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Le dernier élément dont je voulais faire cas, c'est les questions de type qui suis-je. Qui suis-je? C'est assez fréquent quand on jette un coup d'œil dans les dernières évaluations du PPC, on voit que ces questions-là, ces types d'exercices-là sont très récurrents. Qui suis-je? On vous donne l'affirmation et c'est à vous de trouver l'expression qui concorde justement avec l'affirmation. Voilà, qui suis-je? Donc vous répondez « je suis » et vous donnez l'expression qui correspond. Voilà. Pour terminer, ce sont les schémas. Vous n'allez au grand jamais à l'examen croiser un sujet où il n'y a pas de schéma. Là, il y a 2 cas. Soit on vous demande de réaliser le schéma et de l'annoter. Réaliser, par exemple,
le schéma de l'appareil digestif. Donc vous réalisez le schéma, vous l'annotez. Ou soit on vous donne le schéma et on vous demande tout simplement de l'annoter, en mettant naturellement des numéros. Voilà. Là aussi, c'est un autre cas de figure. Tout compte fait, vous aurez affaire à un schéma, soit pour la notation, soit pour la réalisation et la notation. Voilà. Quand je vous dis de réaliser un schéma, utilisez toujours le crayon. Pour les flèches, utilisez une règle. C'est très important. Parce que la beauté du schéma et la présentation du schéma, tout ça rentre en ligne de compte dans le barème de notation. Voilà. Le titre, il faut l'écrire et le souligner. C'est très important. Je pense qu'il y a un schéma dans le sujet que je vous ai proposé. Je vais encore insister là-dessus pour que vous compreniez justement le bien fondé. Parce que dans un sujet de 20 points, les schémas peuvent occuper 3 points ou 4 points. Voilà. Voire même 5 points. Voilà. Pourtant, dans le programme en SVT, il y a des schémas déjà qui sont dans les curricula que vous devez connaître. Donc, pour vous présenter dans la salle d'examen, vous devez être à mesure de réaliser tous ces schémas-là. Parce qu'il y a au moins un schéma qui viendra à l'examen. Là, il n'y a rien à faire. Au moins un schéma viendra à l'examen. Voilà. D'accord, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé comme sujet. Je vais vous le lire d'abord et ensemble on va commencer la correction. Épreuve de sciences de la vie et de la terre. L'épreuve comporte 4 exercices. L'exercice 1. L'exercice 1 sur 4 points. L'exercice 1 est divisé en 2 parties. Il y a le grand 1 d'abord. Le grand 1 dit ceci. Sans recopier les phrases, dites qui je suis en mettant sur votre copie la réponse correspondante à la suite de chaque numéro. Petit 1. Je suis une intoxication de tout l'organisme par les toxines microbiennes. Petit 2. Je suis l'englobement et la digestion des microbes par les globules blancs. Petit 3. Je suis l'agent causal du paludisme. Petit 4. Je suis le volume d'air qui entre dans les poumons lors d'une inspiration normale. Grand 2. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. En petit 1. Le périoste est responsable de la croissance en longueur des os. Petit 2. Une grenouille spinale est une grenouille dont l'encéphale est détruit. Petit 3. La sérothérapie est le traitement des séropositifs. Petit 4. La rotule est un os long. Là, c'est l'exercice 1. Exercice 2. Monsieur Karim, un adulte de 50 ans, se rend à l'hôpital pour des consultations. Le médecin lui fait subir une série d'examens médicaux. Petit 1. D'abord, le médecin réalise les examens suivants. Sang de Karim, plus sérum anti-A. Résultat, pas d'agglutination. Sang de Karim, plus sérum anti-B. Agglutination. Sang de Karim, plus sérum anti-RH. RH, c'est le facteur rhésus. Sang de Karim, plus sérum anti-rhésus. Agglutination. Dans 1 millimètre cube de son sang, on trouve environ 2 500 000 hématies avec uniquement des hémoglobines normales. En petit a, donnez le groupe sanguin définitif de M. Karim. En petit b, de quoi souffre-t-il? Donnez son électrophorèse. En petit c, qu'est-ce que la transfusion sanguine? En petit d, quel groupe peut-il recevoir du sang? Petit 2. Par la suite, l'examen des yeux révèle que M. Karim a une mauvaise vision des objets rapprochés, alors qu'il voit bien les objets éloignés. Petit a.
de quelle anomalie souffre-t-il? En petit b, donner sa cause et son mode de correction. Voici un peu l'exercice numéro 2, voilà, sur 5 points. L'exercice 3. Une femme a vu ses règles menstrues le 11 juin, puis le 12 juillet. Sachant que le cycle menstruel de cette femme est régulier, en petit 1, définissez les règles au menstrues. En petit 2, quelle est la durée du cycle menstruel de cette femme? En petit 3, définissez l'ovulation. En petit 4, quelle est la date probable de l'ovulation chez cette femme? En petit 5, quelles seraient les conséquences d'un rapport sexuel non protégé chez cette femme du point de vue reproduction si ce rapport sexuel a lieu? Petit a, le 26 juin. Justifiez votre réponse. En petit b, le 1er juillet. Justifiez votre réponse. Voilà. Dernier exercice, l'exercice 4, noté sur 7,5 points. Le tableau ci-dessous donne la composition du plasma et de l'urine en grammes par litre. Donc, on vous présentera le tableau. C'est un tableau vu dans le cours d'ailleurs. Voilà, composé d'eau, chlorure, protéines, lipides, glucides, urée, acide urique, ammoniac, avec justement des valeurs dans le plasma et des valeurs dans l'urine. C'est un tableau de comparaison. En petit 1, à partir de l'analyse des résultats du tableau, montrez que les reins jouent, 2 points à la ligne petit a, un rôle de barrière. Petit b, un rôle épurateur. Petit c, un rôle sécréteur. Voilà. En grand 2, pour cet exercice, l'urine de Caddy donne avec la liqueur de Féline à chaud un précipité rouge brique. Petit 1, petit a, quelle est la substance mise en évidence dans son urine? Petit b, comment appelle-t-on la présence de cette substance dans l'urine? Et en petit 2, le test est repris plusieurs jours et chaque fois on obtient le même résultat. De quelle maladie souffre-t-elle? Petit 3, dans l'urine, on rencontre parfois de l'albumine. Petit a, comment peut-on mettre en évidence la présence de l'albumine dans l'urine? Petit b, comment appelle-t-on la présence de cette substance dans l'urine? Et enfin, petit c, quelle est la cause de cette anomalie? Là, ça concerne le grand 2 de l'exercice 4. En grand 3, pour terminer, on vous demande de réaliser le schéma annoté de l'appareil urinaire de l'homme. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez nous joindre ou poser des questions au 00226 05 03 28 03. Je reprends, 00226 05 03 28 03. C'est le numéro pour nous joindre pour ceux qui voudraient réagir en direct. Chers apprenants, chers élèves, voici proposé le sujet. Nous allons sans plus tarder passer à la correction. Bien, donc l'exercice 1, c'était des exercices de qui suit, des exercices de QCU, des questions à choix unique. Voilà, j'évoquais cela en début de cours. Voilà. Nous allons proposer la correction au tableau et je pense que ça serait plus bénéfique pour vous. Exercice numéro 1. En grand 1, sans recopier les phrases, dites qui je suis en mettant sur votre copie la réponse correspondante à la suite de chaque numéro. Voilà. Donc, comme réponse, on dira « je suis ». Chers apprenants, chers élèves, il n'y a pas de modèle de présentation qu'on exige. Voilà, vous pouvez présenter vos réponses.
soit de façon verticale, ou soit vous faites un tableau. Hein? Et dans ce tableau-là, vous mettez petit 1, et en bas, vous avez la réponse correspondante. Voilà. Ce matin, nous allons présenter de façon verticale nos réponses. Et la première question, ou du moins la première affirmation, je suis une intoxication de tout l'organisme par les toxines microbiennes. Voilà. La bonne réponse est toxémie. Je suis une toxémie. Voilà. En petit 2, je suis l'englobement et la digestion des microbes par les globules blancs. La bonne réponse est la phagocytose. La phagocytose. En petit 3, je suis l'agent causal du paludisme. Ça, on aborde carrément la dernière partie du programme, les maladies. Ça, c'est connu par tous, hein, le plasmodium. Et enfin, le petit 4, je suis le volume d'air qui entre dans les poumons lors d'une inspiration normale. L'air courant, comme bonne réponse. Voilà. Donc, là, nous mettons fin au grand 1. Le grand 2, on nous demande de répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Répondre par vrai ou faux. Comme je le disais, il n'y a pas de modèle de présentation, mais là, je vais présenter d'une autre manière pour que vous puissiez vous acclimater également. Faire un tableau. Il y a 4 affirmations, donc je vais diviser en 4 colonnes. Voilà. C'est des questions à choix unique. Soit c'est vrai, soit ce n'est pas juste. Vous répondez par vrai ou faux, tout simplement. Le périoste est responsable de la croissance en longueur des os longs. Le périoste est responsable de la croissance en longueur des os longs. Ce n'est pas une bonne affirmation. Hein? La bonne affirmation, le périoste est responsable de la croissance des os longs. Non, le périoste est plutôt responsable de la croissance en diamètre, de la croissance en épaisseur des os longs. Il y a un autre élément qui est responsable de la croissance en longueur des os longs, c'est le cartilage de conjugaison. Donc ici, affirmation fausse. Faux. Une grenouille spinale est une grenouille dont l'encéphale est détruit. Là, c'est une bonne réponse. À ne pas confondre avec grenouille démédulée, avec grenouille décérébrée. Une grenouille décérébrée, une grenouille dont le cerveau est détruit, une grenouille démédulée, une grenouille dont la moelle épinière a été détruite. Voilà. La sérothérapie est le traitement des séropositifs. Réponse fausse. La sérothérapie est le traitement à partir des sérums. C'est un moyen curatif de traitement d'un certain nombre de maladies. Voilà. Les séropositifs, c'est plutôt les ARV, les antirétroviraux. Voilà. En petit 4, la rotule est un os long.
Là, c'est une mauvaise affirmation. Donc, faux. La rotule, plutôt un os plat qu'on retrouve au niveau du genou. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de l'exercice numéro 1. Voilà. Et cet exercice numéro 1 est noté sur 4 points. Donc, nous avons 8 réponses, 0,50 justement par bonne réponse. Il faut dire aussi que nous prenons en compte l'orthographe des mots. Il faut faire très attention. Voilà. Parce que quand vous écrivez un mot, c'est vrai, on voit un peu ce que vous voulez dire. Mais quand c'est écrit avec des erreurs, je dis bien des erreurs parce qu'à l'examen, nous pouvons tolérer quand l'erreur n'est pas aussi claire. Mais lorsque vous l'écrivez d'une autre manière, il va de soi qu'on vous donne la moitié des points ou soit même vous donnez 0. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous pouvez nous écrire au numéro suivant 00226 05 03 28 03 et à partir de là, nous pouvons vous transférer le sujet. Chers apprenants, chers élèves, nous allons à présent aborder l'exercice numéro 2. C'est un exercice de 5 points. Et c'est un exercice qui va faire intervenir un certain nombre de chapitres. Voilà, ce sont des exercices de réflexion et où nous allons parler du sang. On va parler également de l'œil. Voilà, le chapitre sur l'œil. Je reprends la lecture de cet exercice-là, rapidement. Monsieur Karim, un adulte de 50 ans, se rend à l'hôpital pour des consultations. Le médecin lui fait subir une série d'examens médicaux. D'abord, le médecin réalise les examens suivants. Sang de M. Karim plus sérum anti-A, pas d'agglutination. Sang de M. Karim plus sérum anti-B, agglutination. Sang de Karim plus sérum anti-RH, anti-Rhésus, agglutination. Dans 1 mm3 de son sang, on trouve environ 2 500 000 hématies avec uniquement des hémoglobines normales A. Voilà. Première question, petit a, donnez le groupe sanguin définitif de M. Karim. Donc, petit 1, petit a. Groupe sanguin de Karim. Ici, il est dit que le sang de Karim plus le sérum anti-A, pas d'agglutination. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui se rappellent, je vais un peu caricaturer, revenir légèrement sur le cours. Il y a un schéma de compatibilité que vous devez maîtriser. Le schéma de compatibilité, ça veut dire que quand tu es du groupe A, tu peux recevoir du sang provenant du groupe A et provenant du groupe O. Quand tu es du groupe B, tu peux recevoir du sang provenant du groupe B et du groupe O. Voilà. Vous voyez le groupe O, les individus du groupe O peuvent donner leur sang à ceux du groupe A, ceux du groupe AB et à ceux du groupe B. Voilà. Ce sont des donneurs universels et les individus du groupe AB sont des receveurs universels. Ça, c'est quelque chose qui a été énoncé dans le cours. Voilà. Mais maintenant, revenons à notre exercice. On nous dit le sang de M. Karim plus le sérum anti-A. Quand on dit sérum anti-A,
C'est ce liquide-là qui ne veut pas croiser du sang A. Je vais parler terre à terre pour que vous compreniez. Si ce liquide croise du sang A, il y a agglutination. L'agglutination, c'est quoi? C'est lorsque le sang se prend en masse. Et en cas d'agglutination, dans le corps d'une personne, il faut dire que ça marque justement la fin de la circulation sanguine. Et s'en suivra justement la mort. Voilà. Donc, pour retrouver les groupes sanguins, dans les laboratoires, il y a la présence des sérums anti-test. Le sérum anti-A, dès lors qu'on place une goutte de sang dans du sérum anti-A, si c'est du sang A, il y aura agglutination. Ce qui prouve justement que la goutte de sang, c'est du sang du groupe A. Si ce n'est pas du sang A, il n'y aura pas agglutination. Pour le cas de M. Karim, sérum anti-A plus son sang, ça n'a pas donné d'agglutination. Donc on tire la conclusion comme quoi Karim n'est pas du groupe A. Quand on a pris le sang de Karim plus le sérum anti-B, il y a eu agglutination. Sérum anti-B, c'est que ça a croisé du sang B. Il y a eu agglutination, on peut supposer que Karim est du groupe B. Ensuite, sérum sang de M. Karim plus sérum anti-Rhésus. C'est dans la même dynamique. Le sérum anti-Rhésus, c'est ce liquide-là qui ne veut pas croiser du sang Rhésus, du sang qui contient le facteur Rhésus. Si ça croise du sang contenant le facteur Rhésus, il y a agglutination. Le sang se prend en masse. Quand on a posé la goutte de sang de M. Karim sur le sérum anti-Rhésus, il y a eu agglutination, ce qui marque justement la présence du facteur Rhésus. Voilà. Donc ici, Karim n'est pas du groupe A. On a la deuxième expérience montre que Karim est du groupe B. La troisième expérience montre que Karim, justement, a le facteur Rhésus dans son sang. On dirait ici qu'il est B plus, on peut l'écrire comme ça, ou cette écriture aussi est acceptée, B RH plus, B Rhésus positif. Voilà. Bien, pour le petit B, de quoi souffre-t-il? Donnez son électrophorèse. Pour répondre à cette question, revenez un peu plus haut. On dit dans 1 mm³ de son sang, on trouve environ 2 500 000 hématies avec uniquement des hémoglobines normales. Ici, c'est quoi? Dans 1 mm³ de sang, on trouve 2 500 000 hématies. Il faut dire que dans 1 mm³ de sang d'un individu normal, il y a environ 4 500 000 à 5 millions d'hématies. Donc Karim se retrouve avec pratiquement la moitié de la quantité d'hématies contenue dans 1 mm³ de son sang, ce qui n'est pas normal. Cela veut dire qu'il souffre quelque part. Et la baisse de cette quantité d'hématies atteste justement qu'il est anémie. Voilà, Karim souffre d'anémie. Bien, donc on va l'écrire. Karim souffre d'anémie. Voilà. L'anémie qui est la baisse criarde de globules rouges dans le sang. Il y a une question qui suit, donner son électrophorèse. L'électrophorèse, c'est l'élément qui différencie justement le sang de certaines personnes. Voilà. Quand on dit qu'il est AA, hémoglobine AA, ça veut dire que cet individu est sain. Il a des hémoglobines normales. Les individus AS, je vais reprendre ça ici.
AA, il est sain, il possède que des hémoglobines normales. Les individus AS supposent qu'ils ont une hémoglobine normale A et une hémoglobine anormale S. Voilà, ils sont légèrement drépanocytaires. Et les individus SS, voilà, ce sont ces individus-là qui n'ont que des hémoglobines anormales S et sont fortement drépanocytaires. Voilà. La drépanocytose, j'ai vu dans le cours, c'est une maladie héréditaire, voilà, transmise justement par les parents. Et le plus souvent, bon, cette maladie, elle n'est pas infectieuse, ce n'est pas une maladie microbienne. Voilà. Et on demande souvent aux gens qui veulent se marier de faire d'abord des tests, déterminer les électrophorèses des deux conjoints afin de se marier pour éviter justement de donner une descendance, une descendance malade qui souffre de drépanocytose. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Je pense qu'on avait très bien expliqué ça dans le cours quand on abordait le sang. Mais ici, on dit de M. Karim qu'il possède uniquement des hémoglobines normales A. Cela veut dire que M. Karim est sain. Il n'a pas de problème. Il n'est pas drépanocytaire. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'électrophorèse de M. Karim, on dira qu'il est AA. Voilà. Bien, en petit c, on nous demande de définir la transfusion sanguine. Voilà. La transfusion sanguine. Je pense que c'est une expression également dont nous avons fait cas dans le cours. C'est cette opération-là qui consiste à donner du sang à une personne qui en a besoin. Une personne malade, une personne accidentée qui a perdu beaucoup de sang. Voilà. Le sang ne s'achète pas. Le sang ne se fabrique pas. Quand on a un besoin pressant de sang, il faut le prélever chez un autre individu. Voilà, en respectant justement le schéma de transfusion sanguine que voici. Donc je vous donne la définition. La transfusion. La transfusion sanguine est une opération qui consiste à donner du sang sain. Voilà, à une personne qui en a besoin. C'est une opération qui se passe à l'hôpital. Voilà. On analyse justement le sang du donneur, le sang du receveur. S'il y a compatibilité, on projette justement à l'intervention. Bien, on passe au petit d. Quel groupe peut-il recevoir du sang? Bien, donc ici, c'est le petit d. Karim peut recevoir du sang B+, du sang B-, du sang O+, du sang O-. Voilà. Voici un peu les possibilités pour Karim de recevoir du sang. Voilà. Ok, on continue. En petit b, par la suite, l'examen des yeux révèle que M. Karim a une mauvaise vision des objets rapprochés alors qu'il voit bien les objets éloignés. En petit a, de quelle anomalie souffre-t-il?
ici, en début d'exercice, ils ont fait cas de l'âge de Karim. Faites attention. Voilà. Dès lors qu'on vous donne un exercice et on vous donne l'âge justement de l'individu, hein, par exemple, on vous parle d'un enfant de 12 ans. Ça veut dire quoi? Que ça doit vous guider à quelque chose. On vous parle d'un adulte de 50 ans, il faut faire très attention. Ça doit vous guider à quelque chose. Ici, l'âge intervient. Puisqu'on dit qu'il ne voit pas bien, il a une mauvaise vision des objets rapprochés, alors qu'il voit bien les objets éloignés. Et ça, c'est quoi? C'est la presbytie. La presbytie, c'est une maladie qui agit sur les personnes âgées, les personnes d'un certain âge. Voilà. Il ne voit pas bien ce qui est près, il voit bien ce qui est éloigné. Mais il faut reconnaître que au niveau des adolescents, des enfants, on peut se retrouver avec cette situation-là. Des adolescents qui ne voient pas près, mais qui voient loin. En ce moment, on ne dira pas que ces adolescents souffrent de presbytie, on parlera plutôt d'hypermétropie. Donc l'hypermétropie et la presbytie ont les mêmes manifestations. L'individu ne voit pas près, mais il voit loin. Comme on a donné l'âge ici, 50 ans, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On ne dira pas que Karim souffre d'hypermétropie, on parlera plutôt de presbytie. Il souffre de presbytie. Voilà. Bien, donc petit 2, petit a. Karim souffre de presbytie. Voilà. Bien, on ne vous a pas demandé de justifier. Si on vous demandait de justifier, vous allez dire que c'est dû justement c'est au regard de l'âge que nous avons fait le choix de la presbytie. Voilà. Là, on vous demande tout simplement de quelle anomalie souffre-t-il. Karim souffre de presbytie, tout simplement. On aborde à présent le petit 2, petit b, donner la cause de l'anomalie et son mode de correction. La cause de l'anomalie de Karim. Alors ici, je parlais tantôt de l'âge, la question de l'âge. Et c'est le facteur âge même qui nous a poussé justement à parler de presbytie. Voilà, la presbytie est due à un vieillissement du cristallin. Le cristallin perd son élasticité. Et dès lors que le cristallin perd son élasticité, la vision de près devient floue. L'individu voit justement un peu plus loin. Voilà. Donc, comme cause, nous avons vieillissement du cristallin. Voilà. Maintenant, on nous demande le mode de correction. Pour ceux qui souffrent de presbytie, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir justement une bonne vue? Et là, il faut utiliser des verres correcteurs. Des verres correcteurs pour aider le cristallin justement dans sa dynamique d'accommodation. Donc, comme mode de correction, nous aurons le port de verres biconvexes. Voilà, port de verres biconvexes, le port de verres convergents.
ou le port de verre à bord mince. Chers apprenants, faites attention, hein, vous faites le choix entre ces trois éléments. Voilà. Mode de correction, port de verre biconvexe. Les verres biconvexes, c'est la même chose que verre convergent, c'est la même chose que verre à bord mince. Donc, et évitez justement de donner plusieurs réponses pour la même question. Parce que par exemple, celui qui dit le port de verre biconvexe, on voit ça souvent dans les devoirs, c'est récurrent. Ou port de verre, au lieu de dire convergent, il dit divergent. En ce moment, l'enseignant, le correcteur va choisir la mauvaise réponse. Voilà. Donc, donnez une seule réponse et vous avancez. Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme, suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons. Chers apprenants, nous allons à présent aborder l'exercice numéro 3 de notre sujet. Cet exercice est entièrement dédié au thème 3 de notre programme, la reproduction. Donc, dans cet exercice-là, nous allons revenir sur un certain nombre de définitions, apprendre également à retrouver le nombre de jours contenus dans un cycle, dans un problème donné, et aussi décrire, faire ressortir justement la date d'ovulation. Voilà, donc c'est un exercice assez intéressant, pas seulement pour l'élève, pour la moyenne, mais ça pourrait également aider dans la vie courante. Voilà. Bien, l'exercice 3, je vais reprendre la lecture pour vous. Une femme a vu ses règles ou menstrues le 11 juin, puis le 12 juillet. Sachant que le cycle menstruel de cette femme est régulier, en petit 1, on nous demande de définir les règles ou menstrues. Petit 2, quelle est la durée du cycle menstruel sur cette femme? En petit 3, définissez l'ovulation. En petit 4, quelle est la date probable de l'ovulation sur cette femme? Et enfin, en petit 5, divisé en deux sous-questions, quelles seraient les conséquences d'un rapport sexuel non protégé sur cette femme du point de vue reproduction si ce rapport sexuel a lieu le 26 juin? Justifiez votre réponse. Le 1er juillet, justifiez votre réponse. Donc, voici notre exercice sur la reproduction. Pour la première question, on demande de définir les règles ou menstrues. Donc, en petit 1, les règles ou menstrues sont des hémorragies cycliques. Cyclique, quelque chose qui se répète,
des hémorragies cycliques, de la paroi de l'utérus. Voilà. Là, ça concernait le petit 1, la définition de règles ou menstrues. En petit 2, quelle est la durée du cycle menstruel chez cette femme? La durée du cycle menstruel. Chaque cycle menstruel a une durée qui peut être de 28 jours, de 30 jours ou moins de 28 jours. Ça dépend. Voilà. Ces durées-là peuvent être régulières chez certaines femmes ou irrégulières chez d'autres. Bien, nous allons vous apprendre comment déterminer la durée du cycle. Il y a un travail de brouillon à faire. Il faut construire une droite graduée et à partir de cette droite graduée-là, on pourrait justement compter le nombre de jours. Bien, comme je le disais, on va faire un travail de brouillon par là. Ça va nous aider à déterminer le nombre de jours du cycle et en même temps, ça va nous permettre d'également faire ressortir la date d'ovulation. Bien, premier jour des règles, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, il faut faire attention. Vous devez, en premier lieu, maîtriser les nombres de jours que comporte chaque mois. Quand vous prenez le mois de janvier, il est composé de 31 jours. Le mois de février, par convention, on va maintenir 28 jours. Je sais qu'il y a des mois où c'est 29 jours, mais partez sur la base de 28 jours. Le mois de mars, 31 jours. Le mois d'avril, 30. Le mois de mai, 31. Le mois de juin, 30. Donc ici, nous allons le limiter à 30 jours. C'est ça? Le mois de juillet, 31. Août, 31. Septembre, 30, etc. etc. Donc c'est des choses que vous devez avoir. Ce sont des prérequis que vous devez détenir plutôt pour mener à bien ce type d'exercice-là. Voilà. Donc ici, nous sommes au 30 juin. Là, c'est le mois de juin. Le mois de juin, on commence par juillet maintenant. Juillet ici, 1er juillet, 2 juillet, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comme je le disais, le cycle a pris fin le 11 juillet. Voilà. Parce que le 12 juillet, c'est vrai qu'elle a vu ses règles, mais le 12 juillet, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors, nous allons compter, comme à l'école primaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça fait exactement 31 jours. Donc, la durée du cycle est de 31 jours. Bien, nous évoluons, on passe au petit 3, là où on nous demande de définir l'ovulation. L'ovulation qui est ce phénomène-là qui se déroule en milieu de cycle. Le plus souvent, pour un cycle de 28 jours, l'ovulation se déroule généralement le 14e jour. Donc vous pouvez prendre cette définition, petit 3. Donc l'ovulation est la libération
de l'ovule par l'ovaire. Par l'ovaire. Voilà. Bien. En petit 4, quelle est la date probable de l'ovulation chez cette femme? Pour la détermination de la date d'ovulation, il faut repartir à la fin du cycle et prélever 14 jours. Voilà. Vous savez que le cycle sexuel chez la femme est divisé en 2 grandes phases. La première phase qui commence dès le début du cycle, le premier jour des règles, jusqu'à l'ovulation, qui est la phase pré-ovulatoire ou phase lutéinique. Et la deuxième phase, qui est la phase post-ovulatoire, c'est la période qui prend effet à partir de l'ovulation jusqu'à la fin du cycle. Voilà. Ici, le cycle a pris fin le 11 juillet. Donc nous allons enlever, prélever 14 jours à partir de la date de la fin du cycle. Et ensuite, le 15e jour, on va l'encercler comme date d'ovulation. On y va ensemble. On va prélever 14 jours. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ça. Comme si le 15e jour, c'est la date exacte de l'ovulation. J'espère que vous m'avez suivi. On prélève 14 jours et le 15e jour, c'est la date exacte d'ovulation. Donc ici, nous serons à la date du 27 juin. Voilà. Alors, donc la date d'ovulation, le 27 juin. Nous sommes au petit 5 actuellement. Quelles seraient les conséquences d'un rapport sexuel non protégé chez cette femme du point de vue reproduction si ce rapport sexuel a lieu le 26 juin? Donc, rapport sexuel le 26 juin. Je rappelle que l'ovulation a eu lieu le 27 juin. Le rapport sexuel, le 26 juin. C'est pour dire quoi? Un rapport sexuel le 26 juin, les spermatozoïdes seront toujours viables le 27, le 28 et voire même le 29. Parce que les spermatozoïdes ont une durée de vie dans les trompes de 72 heures environ. Voilà. Donc du coup, un rapport sexuel le 26, il peut y avoir risque de grossesse au regard justement de la vie, la durée de vie des spermatozoïdes. On peut déjà prendre ça. On dira qu'il y aura risque de grossesse. Car durée de vie des spermatozoïdes, 112 heures. Quelqu'un d'autre pourrait répondre autrement parce que la date du 25, du 26, du 27, du 28 et du 29 se trouve justement dans cette période-là qu'on appelle la période féconde. C'est la période chez la femme où en cas de rapport sexuel, les risques de grossesse sont très très élevés. Voilà, donc on pourrait dire ici que risque de grossesse car le rapport sexuel a lieu pendant la période féconde. Voilà, on pourrait répondre de cette manière-là et naturellement, on va vous accorder vos points. En petit b, rapport sexuel le 1er juillet.
Alors, 1er juillet, nous sommes là. 1er juillet, nous ne sommes plus dans la période féconde. Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, un rapport sexuel qui s'est déroulé le 1er juillet n'a aucune conséquence. Pas de risque de grossesse parce que ce rapport a eu lieu hors de la période féconde. Voilà. Donc ici, on dira aucune conséquence. Aucune conséquence ou pas de grossesse. Car le rapport sexuel a eu lieu hors de la période féconde. Voilà. Là également, on pourrait justifier par le fait que l'ovule dure une journée et demie, environ 36 heures. Voilà. L'ovule dure 36 heures, c'est pour dire quoi? Qu'à partir du 28, l'ovule va mourir. Donc un rapport sexuel le 1er juillet, naturellement les spermatozoïdes ne trouveront pas d'ovule dans les trompes. Donc pas de grossesse. Voilà. Là également, on pourrait l'utiliser comme justificatif. Chers apprenants, chers élèves, nous allons aborder notre dernier exercice, le dernier exercice de ce sujet qui porte sur l'appareil urinaire, en grande partie sur l'appareil urinaire. Donc, ça va vous demander de faire ressortir vos connaissances, vos acquis sur ce chapitre. Je vais vous lire l'exercice avant qu'on ne passe à la phase réponse. Et en grand 1, le tableau ci-dessous donne la composition du plasma et de l'urine en grammes par litre. Bon, ce tableau, je pense que vous l'avez étudié pendant le cours. Les principaux constituants, nous avons eau, chlorure, protéines, lipides, glucose, urée, acide urique, ammoniac, contenu dans le plasma, contenu dans l'urine. Voilà, à des concentrations différentes bien sûr. À partir de l'analyse des résultats du tableau, en petit 1, montrer que les reins jouent, petit a, un rôle de barrière, petit b, un rôle épurateur, petit c, un rôle sécréteur. Donc, dans cette première question, c'est véritablement faire ressortir les différents rôles des reins. Voilà, comment justement le rein arrive à faire ressortir ces différents types de rôles. Alors, en ce qui concerne le rôle de barrière, les substances organiques, vous les connaissez, nous avons les lipides, les glucides, les protides. Ici dans le tableau, les protides, nous avons 80 grammes, les lipides 5 grammes, le glucose 1 gramme. Mais dans l'urine, on constate que ces valeurs sont nulles. Protides 0, lipides 0, glucose 0. Ça veut dire quoi? Que ces substances sont présentes dans le plasma, mais absentes dans l'urine. Pourquoi? Parce que les reins jouent un rôle de barrière. Les reins empêchent les substances organiques de se retrouver dans l'urine. On va faire cas de ça d'abord. En petit 1, petit a, rôle de barrière, les lipides, protides, les glucides
sont présents dans le plasma. Voilà. Et absents dans l'urine. Voilà. Là, nous avons énoncé le premier rôle. Deuxième rôle, là, c'est le rôle épurateur. Dans épurateur, vous avez épuration. Hein? Épuration, épurer, enlever, débarrasser des déchets. Voilà, donc ici, le rein prélève l'acide urique dans le plasma et le concentre dans l'urine. Ça fait un travail d'épuration. Le rein prélève. L'acide urique du plasma et le concentre dans l'urine. Voilà. Maintenant, le troisième rôle, le rôle sécréteur. Vous constatez avec moi que l'ammoniac est absent dans le plasma, mais il est présent dans l'urine. Qui l'a sécrété? C'est le rein naturellement. Donc ici, les reins jouent un rôle sécréteur. Voilà, sécrète de l'ammoniac qu'on retrouve justement dans l'urine. Donc on dirait ici que l'ammoniac voilà, est absent dans le plasma, mais présent dans l'urine. Mais présent dans l'urine. Voilà. Bien. Là, c'était le grand 1 et petit 1. Le grand 2, l'urine de Caddy donne avec la liqueur de Fehling à chaud un précipité rouge brique. Petit 1, petit a. Grand 2, petit 1, petit a. On dit quelle est la substance mise en évidence dans son urine. Donc l'utilisation de la liqueur de Fehling pour tester l'urine de Caddy, c'est justement pour mettre en évidence la présence de glucose. On dit ici qu'on obtient un précipité rouge brique. L'obtention du précipité rouge brique marque justement la présence du glucose. Donc ici, on dira tout simplement glucose. En petit b, comment appelle-t-on la présence de cette substance dans l'urine? La présence de cette substance dans l'urine est appelée glucosurie. Faites attention à l'orthographe. Ici, j'ai écrit glucosurie avec Y. C'est la bonne écriture. Hein? Bien, en petit 2, le test est repris plusieurs jours et chaque fois, on obtient le même résultat. De quelle maladie souffre-t-elle? Dès lors que c'est récurrent, dès lors qu'à tout moment, on se retrouve justement avec un précipité rouge brique, c'est que l'individu en question souffre de diabète, plus précisément de diabète sucré. Donc ici, on dira que Caddy
souffre de diabète sucré. Voilà. Donc petit 2, on dira que elle souffre de diabète sucré. Bon, vous pouvez mettre diabète tout court, hein. Diabète sucré. Je pense qu'il y a plusieurs types de diabète et ça ne fait pas partie de votre programme de cette année. En terminale, vous allez revenir sur cette maladie-là. Voilà. En petit 3, dans l'urine, on rencontre parfois de l'albumine. Petit a, comment peut-on mettre en évidence la présence de l'albumine dans l'urine? Petit b, comment appelle-t-on la présence de cette substance dans l'urine? Et la dernière question pour cette partie, quelle est la cause de cette anomalie? Bien, donc là c'est le petit 3, petit a. On met en évidence l'albumine dans l'urine. L'albumine dans l'urine en chauffant. L'urine en présence d'acide acétique. Voilà. Présence d'acide acétique. L'urine se trouble. L'urine se trouve s'il y a albumine. Donc la réaction, elle est toute simple, hein? On met en évidence l'albumine dans l'urine en chauffant l'urine en présence d'acide acétique. L'urine se trouve s'il y a albumine. Bien, le petit b, comment appelle-t-on la présence de cette substance dans l'urine? La présence de l'albumine dans l'urine est appelée albuminurie. Faites attention à l'orthographe, albuminurie, comme ça. Voilà. Et la dernière question du grand 2, le petit c, quelle est la cause de cette anomalie? Voilà. Vous savez que en principe, on ne doit pas retrouver de l'albumine dans l'urine. S'il y a de l'albumine dans l'urine, c'est qu'il y a eu défaillance quelque part. Et ce sont les reins qui en sont responsables. Voilà. Mais il faut faire attention à ne pas confondre avec la glucosurie. La glucosurie n'est pas due à une défaillance du rein, à des lésions au niveau des reins. C'est plutôt dû à un dysfonctionnement du pancréas, il faut le préciser. Mais s'agissant de l'albumine est véritablement causée par des lésions au niveau des reins. Voilà. Donc pour la dernière question, l'albuminurie est due à des lésions au niveau des reins. Voilà. À présent, le grand 3 qui marque justement la fin de cet exercice et aussi la fin du sujet, la dernière question du sujet. Et ici, on vous demande de réaliser le schéma à noter de l'appareil urinaire.
En début de cours, je vous disais qu'à l'examen, il est possible qu'on vous donne un sujet et on vous demande de l'annoter. Et là, ce n'est pas le cas. Ici, on vous demande de réaliser le schéma et de l'annoter. Donc, vous pouvez tomber sur ces deux possibilités. Ou soit l'un, ou soit l'autre. C'est à vous de vous préparer. Vous avez en face de vous le schéma de l'appareil urinaire réalisé et annoté. Voilà, c'est un schéma qui fait partie intégrante des schémas du programme. Donc un schéma susceptible de venir à l'examen comme tout autre schéma du programme. Alors ici, nous avons un schéma de 8 noms. Voilà. Et chaque nom, il y a des points accordés à ce niveau. Et les noms commencent au même endroit. Vous voyez, capsule surrénale, rein gauche, urétère, vessie, urètre. Maintenant, pour le titre. Le titre également est très important. Voilà, c'est vrai qu'on vous a dit un peu plus haut, réaliser le schéma de l'appareil urinaire. Oui, mais il faut le dire en bas. Ça ne vous coûte rien d'écrire le titre en bas, puisqu'il y a des points accordés justement au titre. Un schéma tout beau avec les noms, le titre souligné. Je rappelle que les noms, c'est en crayon. J'insiste là-dessus. Les noms, c'est en crayon. Si c'est fait de la sorte, on vous accorde les 3 points sans souci. Voilà. Vous n'aurez jamais un sujet sans schéma. J'insiste là-dessus. Voilà. Donc, apprenez. Il y a un fascicule des schémas que je vous ai présenté pendant le cours. Apprenez à réaliser les schémas avant de vous présenter dans la salle de classe. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de notre entretien. Cela m'a fait plaisir de vous retrouver encore sur la plateforme École au Burkina et de traiter ce sujet avec vous. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans les préparatifs de vos examens et bonne révision, c'est très important. Et ne vous contentez pas seulement de ce qu'on vous donne ici, vous pouvez également utiliser, il y a pas mal de fascicules sur le marché qui pourraient vous aider à mieux vous préparer pour l'examen à venir. Alors, je vous dis merci et à bientôt.